également. Non, non. Avant La Grande Vadrouille, il y a eu La Vache et le Prisonnier, immense succès du cinéma français. Une vadrouille avec un duo inédit. Avant Bourvil et Louis de Funès, il y a eu Fernandel. Fernandel avec pour partenaire une vache. L'acteur comique avait la réputation d'être un peu vache, d'où ce bon mot lors de la présentation du film. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, on m'a dit c'est bien le prisonnier que vous faites dans le film. La Vache et le Prisonnier n'est pas une comédie vulgaire et caricaturale, surjouée, écrite et réalisée avec les pieds, comme celles trop nombreuses qui désormais envahissent nos écrans. On pourrait qualifier La Vache et le Prisonnier de feel-good movie, un film qui fait du bien, même s'il se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Avec mon ami Verneuil, nous avons décidé de faire un film d'une humanité touchante. J'espère y être arrivé. Et si ce film est cité plus tard comme un de mes succès, j'aurais gagné la partie. À l'époque, Fernandel, acteur comique préféré des Français, remplit les salles depuis les années 30. Il est numéro 1 au box-office avec un sommet, les 12 millions d'entrées de Don Camillo sorti en 1952. La Vache et le Prisonnier sera également un triomphe. L'histoire que je vais vous raconter est ma propre histoire. L'histoire vraie, pas une histoire de cinéma. C'est donc l'histoire vraie d'un prisonnier français durant la Deuxième Guerre mondiale qui s'évade d'Allemagne en compagnie d'une vache pour ne pas éveiller de soupçons. On pourrait en faire un film. Cette histoire vraie, c'est déjà du cinéma. La preuve. Et puis au fond, le cinéma, c'est un moyen d'évasion, non? Alors évadons-nous avec La Vache et le Prisonnier d'Henri Verneuil en compagnie de Fernandel et de... Marguerite! Car la vache a un prénom. Oh, Marguerite. Oh, Marguerite. Dans la vraie vie, Marguerite se prénommait Dora. Elle a été choisie lors d'un casting parmi de nombreuses concurrentes. Non, Pourquoi non? la vivacité de l'œil est très importante. La vivacité de l'œil. Plus de 600 vaches sont en lice afin d'obtenir ce premier rôle tant convoité aux côtés de la star. La voilà, hein. Pas d'hésitation pour celle-là, je te répondrai comme moi-même. Le choix parmi toutes les candidates est très délicat. Non, nix gut. Après de nombreux atermoiements, Dora l'emporte. Dies gut. Jung, kräftig. Tu t'y connais, tu vois? Allemande de naissance, Dora doit apprendre les rudiments du français. L'osmose entre Fernandel et l'animal sera totale. Il le fallait, car comme l'acteur l'a si bien dit avec humour, je l'ai traîné derrière moi par monts et par veaux. J'avais l'impression de traverser un documentaire. Un de ces documentaires qui n'en finissent pas de finir. Mais ici, nous ne sommes pas dans un documentaire ennuyeux, nous sommes dans un film d'Henri Verneuil, un de nos tout meilleurs réalisateurs, un grand conteur qui va nous faire voyager avec son cinéma et ses deux protagonistes. Je n'ai jamais connu un conteur à ce point-là, et sans doute, bien sûr, c'est la façon d'employer les mots, de jouer avec la voix et tout ça. Et je comprends que tous les acteurs, quand il allait les voir, il leur donnait pas le scénario, il disait je vais te raconter le film. Et il racontait le film, et tac, 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 c'était fait. Et waouh, c'était, les gens avaient envie de le suivre là-dedans. Dans cette scène, Fernandel a réellement perdu Marguerite. Parmi, a-t-il dit avec son sens de la mesure méridionale, un troupeau d'au moins 200 vaches. Un vrai chant de Marguerite. Marguerite! Quand il la retrouve, on croirait entendre son ami et rival Rému qui, dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol, s'adresse non pas à une vache, mais à une chatte. Ah, mais la voilà. La voilà. Ah, te voilà, toi! Hein? Et alors? Dans cette scène, comme dans d'autres, Fernandel parvient à faire de Marguerite un personnage à part entière. Il lui donne une existence, une personnalité. Alors, on a rencontré quelques petites copines? Oui, je sais ce que c'est, on parle, on bavarde, on papote, hein? Cancanière, va! À un moment du film, le héros doit abandonner Marguerite. Ça me fait de la peine. De toute façon, j'aurais pas pu te garder parce que j'habite un 4e sans ascenseur. Il ne peut la faire traverser avec lui le Danube sur une barque, alors il lui dit adieu. Adieu ma vieille copine. Et quand l'acteur s'est éloigné en ramant, Dora s'est mise spontanément à meugler de manière sincère et émouvante. Sans aucun trucage, comme tout au long du film, tant Fernandel avait réussi
à se faire aimer d'elle. Ce n'était qu'un au revoir. Un peu plus tard, Charles Bailly retrouve Marguerite sur un pont miraculeusement apparu dans la nuit. C'est une brave bête, oui. Et on va reprendre la vie commune. Ah. Allez, viens. C'est à nouveau une des meilleures scènes du film. Marguerite n'est pas seule sur ce pont. Des soldats allemands veulent le franchir, mais la vache les en empêche. Mais moi, j'ai bien compris, il faut dans le camp. Mais comment voulez-vous une bête qui ne veut pas reculer? Ce pont a été construit spécialement pour les besoins du film par des pontonniers allemands, gratuitement. Ce qui arrangeait bien les affaires du réalisateur Henri Verneuil qui disposait d'un budget très serré. Il aurait d'ailleurs aimé tourner son film en couleur, mais la production ne lui en a pas donné les moyens. Marguerite, recule. Il y a du monde qui arrive. Le soleil rigole pas. Hein. Allez, Marguerite. Pourquoi les pontonniers germaniques, j'en profite au passage pour saluer nos amis allemands qui nous regardent, pourquoi ont-ils construit ce pont gratuitement? La réponse tient en un seul mot, 3 syllabes et pas n'importe lesquelles. Fernandel. En effet, l'acteur est une star internationale, très appréciée en Allemagne. Imbécile, comme vache française. Ah pardon, moi je suis français, mais la vache, elle, est allemande. Deutsche vache. Mais il y a une contrepartie. La vedette doit partager avec les Allemands une immense choucroute. Problème, l'acteur se nourrit exclusivement de cuisine méridionale. Sur le tournage, sa cuisinière est d'ailleurs présente pour lui mitonner de bons petits plats, notamment la célèbre bouillabaisse que Fernandel a su si bien vanter dans une de ses chansons à succès. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Pour la bonne cause, Fernandel se sacrifie et ingurgite sans sourciller, avec son célèbre sourire, à des kilos de choucroute. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Et le pont a été construit. Marguerite, plus têtue qu'une mule, ne veut pas bouger d'un millimètre malgré l'intervention des soldats. Il ne reste plus qu'une seule solution, la laisser passer. Cela nous offre une scène réjouissante où la vache, devenue sacrée, défile devant la haie d'honneur que forment les soldats. Le bovin, tel un gradé hautain, ne daigne même pas accorder un regard à ses troupes. Conscient de la réussite de cette scène, Fernandel a dû se dire que son sacrifice culinaire en valait la chandelle. On notera la justesse et la fluidité du travelling latéral effectué sur l'eau, pas facile à réaliser et pourtant si évident. Henri Verneuil, en plus d'être un conteur hors pair, était un excellent technicien. Il préparait méticuleusement ses plans, ses angles, comme il disait. Henri Verneuil, c'est exactement ce qu'il va tourner, il sait même ce qu'il va tourner au dernier jour de tournage. Tout est écrit, tout est rédigé, tout est même dessiné. Il faisait ce qu'il appelait ses angles. Il avait comme un bureau d'écolier, mais surélevé, c'est-à-dire devant lequel il travaillait debout, où on levait le pupitre. À l'intérieur, il y avait des grands cahiers et il dessinait au marqueur les positions de caméra, les raccords, voilà. C'est-à-dire que mon père arrivait le matin sur le plateau et il avait un immense cahier dans lequel il avait tous les plans de dessinée avec les mouvements de caméra, avec tout ça, qui fait qu'il avait une liberté au moment du tournage parce qu'il n'avait pas à se poser de questions sur comment je vais tourner. Ça lui donnait cette liberté aussi de se consacrer à 100% aux acteurs. Les cahiers d'Henri Verneuil, ce sont eux, les vrais cahiers du cinéma, et non ceux où il était régulièrement pris pour cible. Afin de donner naissance à sa vision, il s'appuyait sur une équipe technique solide, souvent composée des mêmes techniciens chevronnés, comme son chef machiniste, Henri Chenu, rouage essentiel. Toutes les parties artistiques pouvaient changer. Toutes les parties techniques, il essayait la plupart du temps de garder les mêmes techniciens. C'est vrai, même si à ce stade de sa carrière, sur 13 longs métrages réalisés, c'est le 8e avec Fernandel en vedette. Pas évident de s'affirmer en tant que metteur en scène avec cet acteur qui ne se plie pas facilement, voire pas du tout, aux desiderata des réalisateurs. C'est même en principe l'inverse. On est aux ordres de Monsieur Fernand. On ne changeait pas Fernandel, il faisait du Fernandel. D'imposer son personnage. Les gens aimaient bien Fernand, mais ils le craignaient un peu quand même. Non, puis Fernand, il impressionnait. Sur le tournage de La Vache et le Prisonnier, cela n'empêche pas Verneuil d'imposer ses idées à l'acteur, comme dans une autre séquence où Marguerite a disparu. Marguerite!
Grâce à sa mise en scène, il fait de la vache un personnage à part entière, suggérant que Marguerite s'est cachée intentionnellement et qu'elle observe, non sans malice, Charles qui la cherche et que la vache, têtue comme une mule, fait tourner en bourrique. Faut savoir que Fernandel ne voulait pas être filmé de dos. Quand on a, comme lui, un visage si expressif et comique qui amuse et fait rire des millions de gens depuis une trentaine d'années, cela peut se comprendre. Avec la gueule qu'il a, c'est pas difficile. Pas difficile. Bien, quand il a été en Amérique, les gens de là-bas, ils voyaient le français à travers lui. C'est vrai, ça. Eh ben, ils doivent avoir une bonne opinion de nous. Verneuil réussit néanmoins l'exploit de le filmer ainsi dans cette scène, mais également dans beaucoup d'autres tout au long du film, et ce, dès le début. Filmé d'entrée, Fernandel de dos, alors que le spectateur est venu le voir faire ses habituelles mimiques comiques, fallait oser. Puis, on entend sa voix, avec cette réplique qui justifie son isolement. Alors, Bailly, tu manges en Suisse? La soupe, je l'aime chaude, moi. Cette première apparition de l'acteur le met davantage en valeur qu'un simple plan de face. C'est aussi un moyen de nous dire d'emblée que Charles Bailly n'est pas tout à fait comme les autres, qu'il est un peu à part. Le visage de Fernandel apparaît enfin, après plus de 5 minutes de film, et là, il nous gratifie de mimiques qui donnent vie aux avions censés survoler les lieux, en fait, de simples bruitages. C'est Fernandel qui a lancé la carrière d'Henri Verneuil. Toute ma vie, je dirais que je dois, et c'est vrai, que je dois mes débuts dans le long métrage à Fernandel. Le jeune Verneuil a d'abord voulu, en 1947, proposer à Fernandel d'être le narrateur d'Escale au Soleil, moyen métrage consacré à Marseille qu'il réalise ses premiers pas derrière une caméra. Je connaissais un peu Fernandel, j'avais fait des articles, et je suis allé le voir. Il m'a dit, si je me fais payer, même en vendant son échoppe, ton père, ça suffira pas. Alors peut-être que la meilleure solution, c'est que je te le fasse à l'œil. C'est mon premier contrat, le premier contrat de ma vie, avec un Fernandel qui m'apporte sur le plateau d'argent la possibilité de faire ce court-métrage. Ça a été mon premier. Tout naturellement, quand Henri Verneuil décide de passer à la réalisation d'un long-métrage de fiction, La table au crevet, il s'adresse à Fernandel. Et en le lisant, je vois Fernandel qui arrive avec son cheval, pas dans le Jura, en Provence, qui regarde sa femme qui s'est pendue et sa voix intérieure qui dit « J'aurais jamais pensé que le crochet de la suspension, il était aussi solide. » Ça devenait du Giono et du Pagnol. J'ai pris le livre, j'ai couru au studio où tournait Fernandel. Je dis « Fernand, je viens de lire un livre formidable pour vous. Lisez-le avec l'accent du Midi. » Il me dit « C'est très bon. Hein. Avec l'accent, il me dit « C'est très bon. C'est du Pagnol. On va un peu emmerder Pagnol avec ça. » Il dit... Ce sera le début d'une longue complicité entre les deux hommes qui donnera naissance à 8 longs métrages. Et à pas mal de difficultés aussi. Toujours eu beaucoup de mal à le faire jouer 10 tons au-dessous de ce qu'il faisait. Et puis petit à petit, les succès s'ajoutant, vous arrivez un jour en 1959, c'est La Vache et le Prisonnier, et là vous dites, voilà ce que vous faites Fernand, et il l'accepte. C'est se laisser passer, il faut le gagner. Et attention, la remarque que vous faites doit tomber pile juste. L'acteur étant souvent seul à l'écran ou en compagnie de Marguerite, cela aurait vite pu tourner au numéro de music hall ou au vaudeville. Il n'en est rien. J'ai évité les scènes vaudevillesques. Il est juste dans son rôle. Il n'y aurait pas eu plusieurs millions de personnes qui auraient été le voir si ces personnes n'avaient pas senti cette justesse. Dans cette scène muette, Charles Bailly pense à celle qui le motive à s'évader d'Allemagne et rentrer au pays, son épouse. L'acteur, à cet instant-là, a dû penser à sa propre épouse, Henriette, son premier et son seul amour. C'est à elle que Fernand Contandin, de son nom de baptême, doit son nom de scène. En raison de son grand attachement à Henriette, dans l'entourage de l'artiste en devenir, on disait qu'il était le Fernand d'elle. J'en ai qu'une, moi, de femme. Et je veux la voir vieillir. Après tous ces films avec Fernandel, Verneuil était armé pour affronter les vedettes réputées très difficiles, telles Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Lino Ventura, y compris étrangères comme Anthony Quinn et surtout Charles Bronson, les deux dans le même film, un exploit. Essayez de tourner avec Charles Bronson. Alors ça déjà, si vous arrivez à tirer quelque chose de Charles Bronson, vous êtes quelque chose de bien, je veux dire. La moindre faille, il vous bouffe. Alain Delon, on a bouffé combien? Ventura, on a bouffé combien? Le script de La Vache et le Prisonnier est adapté d'une
nouvelles de Jacques-Antoine, futur créateur de Fort Boyard. Cette idée d'un prisonnier durant la Deuxième Guerre mondiale qui s'enfuit d'Allemagne avec une vache circule déjà dans le milieu du cinéma. Claude Tanlara, réalisateur du chef-d'œuvre La Traversée de Paris, accuse même Verneuil de la lui avoir volé et veut le traîner en justice. Un peu dans la boue aussi. Dans une lettre, il traite Henri Verneuil d'habile détrousseur. Il écrit, je cite, « Il s'agit donc là d'un véritable vol caractérisé d'un confrère indélicat. Le même Verneuil avait déjà essayé de me barboter la traversée de Paris. Un spécialiste, monsieur Malakian. Et oui, Verneuil d'origine arménienne s'appelle en réalité Achod Malakian. Cela fait-il de lui un voleur ? Avec ses parents, qui ont survécu au génocide arménien et sont venus se réfugier en France, il a débarqué à Marseille dans sa petite enfance. Autant Lara ne tournera pas ce film avec Bourvil en vedette. Certains ont d'ailleurs regretté que cet acteur n'ait pas eu le rôle. Pour ma part, malgré toutes les qualités de Bourvil, je trouve Fernandel absolument parfait et insurpassable dans ce rôle. Je ne suis pas le seul. Moi, je pense que c'est un bien meilleur choix, Fernandel, que Bourvil. Je pense que Fernandel c'était moins joué que Bourvil. Il est très vrai. Il prouve qu'il est un bon acteur. C'est-à-dire qu'il prouve qu'il peut jouer, non pas comme on lui a fait, soit dans le drame, soit dans la comédie, mais il peut jouer dans l'entre-deux. Quand on regarde le film, on voit cette facilité qu'il a joué entre des sentiments qui sont des sentiments simples et humains, mais qui ne sont pas exagérés. Verneuil adapte le livre avec un scénariste dialoguiste de grand talent, Henri Janson, qui a dit « En France, le ridicule ne tue pas. En envie. J'ignore s'il faisait référence au cinéma français de l'époque, mais cette sentence s'applique à celui d'aujourd'hui. À d'autres domaines aussi. Au cinéma, on doit à Janson d'innombrables répliques, dont celle-ci dans Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi. Toute simple, mais qui, dite par Arletty, est passée à la postérité. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Dans La Vache et le Prisonnier, Janson nous offre une de ses spécialités, les jeux de mots. Très bien de nous parachuter un régiment de girls. Mais qu'est-ce que tu en ferais? Tu as les yeux plus grands que le bas-ventre. Oui, mais pour moi, tu es Marlène, la vente des ventes. Une vraie vente de chevet. Il peut aussi déployer son humour caustique. Par exemple avec cette scène. Au début, quand les prisonniers français, qui veulent avoir des informations sur l'avancement de la guerre, écoutent la radio dans la ferme allemande, non, sans provoquer quelques craintes chez la belle fermière germanique. La France, alors, retrouvera son vrai visage. Celui de Jeanne d'Arc et de Napoléon. Voilà le genre de discours qui met du baume au cœur. Quand on m'appelle à Jeanne d'Arc et Napoléon, ça va tout de suite mieux. Et quand on nous promet le châtiment des traîtres, on en connaît. Alors là, on jubile, ma bonne dame. Et les traîtres seront châtiés. La guerre que nous n'avons ni voulu ni souhaité, nous la gagnerons. Pardon, ça c'est envoyé, hein? Et oui, des discours comme celui-là, on en redemande. Cela remonte le moral. C'est fait pour ça. Eh oui, mais voilà, ça se gâte un peu ensuite. Et quand nos Français entendent De Gaulle, général Félon qui sacrifie les Français pour les capitalistes de la City, aura son châtiment à leur venue. Ils comprennent qu'ils sont en train d'écouter Radio Paris, traduction Radio Collabo, comme quoi les discours politiques sont parfois trompeurs. L'erreur réparée, nous entendons la voix de la résistance, celle du réalisateur Henri Verneuil. Et dans la justice et la liberté enfin reconquise, la France aura retrouvé son vrai visage. Tiens, c'est marrant, mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà entendu ça, pas vous? France alors retrouvera son vrai visage. Eh oui, la voix de Radio Collabo nous promettait, elle aussi, des jours meilleurs pour notre douce France. Oh, ça a guère changé. Et ces jours soi-disant meilleurs, en principe synonyme d'amélioration, de réel progrès, ont parfois une fâcheuse tendance à relever du pire, de la déchéance, et sombrent souvent dans l'obscurantisme. Dans Un singe en hiver, Verneuil fera également entendre son léger et chantant accent marseillais à la radio. Une émission de Jean-Michel Audiard, Ici l'on danse. Et dans les deux films, à chaque fois à la fin, ces cordes vocales seront mises à contribution pour faire une annonce dans les haut-parleurs d'une gare. Correspondance sur le même quai. Le centre d'accueil de la Croix-Rouge vous attend sur le quai numéro 1. Une manière de signer son film. Mais n'anticipons pas. Oui, n'anticipons pas. Avant cela,
Charles Bailly aura connu quelques aventures et fait diverses rencontres. La Vache et le prisonnier pourrait être qualifié, je l'ai dit en début de vidéo, de feel-good movie. On pourrait aussi le classer dans les road movies, ces films qui se déroulent sur la route au fil des rencontres. Dans son voyage, le héros rencontre d'autres Français prisonniers obligés de travailler dans une scierie allemande. Enfin, travailler, c'est vite dit. Imiter le bruit d'une scie, c'est quand même plus facile que de s'en servir. Enfin, ça dépend pour qui. Attention, toutefois, à ne pas en tirer de conclusions trop hâtives. Le français n'est pas fainéant, il est résistant, qu'on se le dise. Ne pas travailler pour l'ennemi, c'est une manière de combattre, de résister. Mais quand les soldats reviennent, il faut bien s'y remettre. Appuie pas sur la scie, là, léger, léger. Cela nous ôte une réplique ironique particulièrement savoureuse qu'Henri Janson met dans la bouche de Fernandel. Tu as raison, hein, pas d'excès de zèle. Non mais pour qui nous prennent ces gens-là? C'est tout de même pas eux qui vont nous apprendre à rien foutre. L'autre Henri, Verneuil, n'est pas en reste. Le travail reprenant, sa caméra se remet en mouvement et avec un de ses angles dessinés au préalable sur son cahier de cinéma, il nous offre un travelling arrière de 15 secondes qui nous permet de découvrir l'ensemble du décor et de clore en beauté la séquence de la scierie. Toutes les séquences qui, au gré des rencontres et péripéties ponctuent le film, mériteraient d'être citées et étudiées, comme celle qui constitue une sorte de film dans le film quand, surpris par l'arrivée d'une troupe de soldats allemands, Charles, après que Marguerite s'est sauvée, doit se cacher en catastrophe. Durant une dizaine de minutes, le héros va devenir spectateur et voir les Allemands comme sur un écran de cinéma. Le personnage ne pouvant parler à personne, c'est l'occasion rêvée, pleinement justifiée, pour permettre à Fernandel de s'exprimer uniquement avec son faciès. Et quand les soldats se lancent dans un numéro de French Cancan, les Allemands et notre Français ne sont plus ennemis mais réunis par la grâce de ce spectacle improvisé. Les auteurs ne donnent pas dans la guimauve, ils nous font très vite redescendre sur terre, comme souvent dans le film. Au petit matin, quand les Allemands lèvent enfin le camp, Marguerite, toujours aussi facétieuse grâce à nos scénaristes, réapparaît comme par enchantement. À peine revenue, Marguerite s'en va folâtrer dans un pré où elle rencontre un taureau qui lui inspire un folâtré. Marguerite, viens ici tout de suite, tu m'attends? L'amour chaste d'un tendre humain ne vaut pas celui physique d'un vigoureux bovin. Cet intermède sexuel permet, si je puis dire, d'introduire une séquence chargée d'émotions. Charles se rend à la ferme voisine où réside la famille allemande propriétaire du taureau séducteur. Par chance, la jeune femme qui vit là avec ses parents parle notre belle langue. C'est la nature. Il faut attendre un peu. Combien de temps? Le temps d'un échange humain entre le français et ses fermiers allemands que Verneuil, pari osé, fait parler dans leur langue sans aucun sous-titre. Ist das nicht eine gefährliche Gegend? Aber Mutter, Hans hat doch geschrieben, dass keine Gefahr besteht. Un échange au début empreint de nostalgie quand notre héros découvre une photo encadrée de Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, célèbre cathédrale de Marseille, ville natale de Fernandel. Marseille. Henri Verneuil, pour plus d'authenticité, a voulu tourner son film en Allemagne. Fernandel n'aime pas trop ça, ce tournage en extérieur, à l'étranger. Comme Charles Bailly, son pays lui manque. Ah, on a beau dire la France, c'est un beau pays. Surtout à l'étranger. Et davantage encore sa ville natale, Marseille, où est en poste un des fils du couple d'Allemands. Croyez-moi, il est mieux là-bas qu'en Russie. Ne parlez pas de la Russie. Mon frère cadet a été tué là-bas. Le père invite Charles à partager leur déjeuner. Tout naturellement, notre Français, qui aide à la préparation du repas, coupe les pommes de terre pour en faire des frites. Comment coupez-vous les pommes de terre? Plat apparemment exotique et inconnu des autochtones. Écoutez, je vais vous faire un plat de frites dont vous me direz des nouvelles. Vous allez manger comme votre fils. L'évocation de ce fils du couple fait ensuite remonter à la surface le chagrin de la mère qui a déjà perdu un de ses enfants et redoute de perdre le second. Il en mange tous les jours là-bas à Marseille, des frites, lui. Jetzt wirst du Frites essen wie Hans, Mutter. Cela nous vaut une réplique qui nous rappelle la réalité de la guerre voulue par de mâles esprits belliqueux. Toutes les mères sont les mêmes. Dommage que les pères soient si bêtes. La guerre, c'est ça.
Une tristesse infinie, des milliers, des millions de tragédies humaines, des vies sacrifiées le plus souvent sous des prétextes fallacieux. Ne l'oublions jamais. Verneuil et Janson nous le rappelaient en 1959, c'est hélas toujours d'actualité en 2025. J'avais dit le 5 mars aux Français, la patrie a besoin de vous. Je vous le dis en cette veille de fête nationale, c'est maintenant. Marguerite, toute guillerette après en avoir fini avec le taureau, réapparaît encore une fois opportunément et provoque un rire collectif. Voilà Marguerite qui revient à elle. Verneuil, pas plus qu'il ne se complaît dans le drame, n'appuie pas le côté comique de la situation que Fernandel aurait très bien pu souligner avec une réplique et des mimiques bien senties. Non. À la place, l'acteur conclut gravement cette séquence et nous en rappelle l'importance, son sens humaniste fondamental. Ça m'a fait quelque chose de manger avec vous, comme ça, autour d'une table. Cette alternance d'instants légers et grave, ça m'a fait quelque chose de manger avec vous, n'est pas artificiel, c'est exactement comme dans la vie. L'humour peut même s'inviter dans un cimetière, lieu où Charles vient passer une nuit. Pour dormir, c'est l'idéal, mais c'est pas ici que je passerai ma vie. La cavale de notre héros pourrait s'arrêter dans ce cimetière avec l'intervention d'une paire d'officiers allemands. Prisonnier effaté. L'aventure de notre héros ne s'arrêtera pas là. Verneuil nous réserve un rebondissement, loin d'être purement opportun, mais, encore une fois, chargé de sens. Et peau de fesse, on t'a eu, hein? Les apparences sont parfois trompeuses. Les Allemands sont en réalité des Français déguisés. Eux aussi cherchent à s'évader. Le message est clair. Alors, vraiment, vous êtes des Français? Verneuil et Janson achèvent cet épisode sur le mode ironique. Lors d'un contrôle, les faux officiers allemands sont démasqués, tandis que Charles et Marguerite franchissent sans encombre cette étape filmée en un plan sobre, muet et pourtant si éloquent. Sans discours, sans donner de leçons de morale, les auteurs nous montrent simplement qu'il vaut mieux rester nous-mêmes et tracer ainsi notre route. Cette fois, j'étais sur la bonne voie. Le voyage pédestre de notre héros touche à sa fin avec la gare de Stuttgart toute proche, synonyme d'un train qui le ramènera en France. Il lui reste encore une épreuve, la pire, se séparer de Marguerite. J'aurais jamais cru qu'on puisse s'attacher à une vache. Fernandel, tout en retenue, fait preuve d'une grande humanité. Je te jure que jamais plus je mangerai du veau. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Avec cet adieu, il nous serre le cœur. Après un dernier regard sous les yeux d'une Marguerite résignée, Fernandel s'éloigne, encore une fois, de dos. Henri Verneuil, grand admirateur d'Hitchcock, installe ensuite quelques minutes de suspense. Le héros va-t-il réussir dans son entreprise malgré la forte présence militaire? Pas évident. Mais grâce à son astuce, il parvient à monter dans le train. Et là, coup de génie. Marguerite réapparaît le long de la voie ferrée. C'est bien connu, mis à part ruminer, l'activité favorite des vaches, c'est de regarder passer les trains. Eh oui, mais ce train-là n'est pas n'importe quel train. À l'intérieur, il y a cet humain avec lequel Marguerite vient de traverser 200 km dans la campagne allemande et connu quelques péripéties, dont un bombardement qui l'a effrayé. Elle a même déjà vécu un premier abandon qui lui a arraché des meuglements de tristesse. Exactement comme à cet instant où, dans ce train s'avançant vers elle, Marguerite devine, sent la présence de Charles. Ce dernier l'entend, ouvre la porte coulissante du wagon et échange avec elle un dernier regard. Le sourire triste de Fernandel en dit plus long que n'importe quel dialogue. Au fond, la vache et le prisonnier, c'est un peu la métaphore de la relation entre Fernandel et Henri Verneuil. Aussi. Avec ce film, ils se séparent. Le réalisateur doit passer à autre chose et ils ne tourneront plus jamais ensemble.
Un contrôle inopiné vient créer de nouveau un suspense. Depuis 6 minutes, aucune parole n'a été prononcée dans le film. Pareil pour les 6 autres qui suivront. Raconter une histoire avec les seules images, c'est l'essence même du cinéma. Les voix allemandes ne sont qu'un fond sonore, au même titre que les bruits du train, qui ajoutent au suspense. Charles doit quitter sa cachette. Il effectuera désormais son voyage dissimulé sous le wagon. Cette position, très inconfortable, aurait pu prêter à sourire avec quelques grimaces comiques. Il n'en est rien. Quand Fernandel grimace, c'est de douleur. Pourra-t-il tenir ainsi durant tout le trajet ? Rien n'est moins sûr et, par souci de vraisemblance, une nouvelle astuce permet à l'évadé de réintégrer le wagon. Lors d'un arrêt, Charles Bailly entend enfin une voix qui parle la langue de Molière, ou plutôt celle de la rue. Merde et merde. Celle d'un homme qui râle. On part en voyage, on se prépare pendant 15 Un Français, quoi. C'est ensuite la voix d'Henri Verneuil qui se fait entendre, comme dans un Saint-Jean hiver, à travers les haut-parleurs de la gare. Nous avons droit à un dernier léger trait d'humour. Léger. Quand notre héros se voit proposer par l'accueil de la Croix-Rouge. Un verre de lait? Non, merci. Et du lait, il en a bu pas mal avec Marguerite. Alors, il s'en dispense volontiers. Fernandel n'en rajoute pas. Ce n'en est pas moins amusant. La suite est nettement plus grinçante. Allez, venez, je vous expliquerai au commissariat spécial de la gare. Achtung. Ironie suprême, après avoir échappé aux soldats allemands qui, même sur le quai de la gare, n'ont pas fait attention à lui, Charles Bailly doit affronter un ennemi bien pire, celui de l'intérieur. Et oui, ce sont 2 Français, 2 policiers collaborationnistes qui veulent l'arrêter. Cela nous renvoie aux 2 faux officiers allemands, mais cette fois, ce n'est pas une blague, c'est hélas la triste réalité. Notre héros va-t-il réussir à leur échapper ? La réponse sera subtile. On peut croire que notre héros a réussi quand on voit ce large sourire, mais en fond sonore, on entend des chants allemands qui s'élèvent. La France n'est plus vraiment la France. Les auteurs nous offrent une fin, encore une fois, ironique. Comme dans un Saint-Jean hiver, 3 ans plus tard, le film s'achève dans une gare avec un train qui s'en va, sur une musique mélancolique. Avec ce film, Verneuil s'affirme complètement. Il a voulu s'affranchir de Fernandel. Il en était un peu prisonnier et il s'est définitivement évadé vers de nouveaux horizons cinématographiques. Après un petit film, puis un moyen métrage dans un long, il nous sortira Le Président, une œuvre politique toujours d'actualité dont la chronique sur Cinéscopie, un franc succès, a suscité de très nombreux commentaires. L'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix, eh bien cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous la laisse. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Cette réussite, puis celle d'un Saint-Jean hiver et de tant d'autres œuvres au fil des ans, n'empêchera pas une certaine critique de massacrer régulièrement Henri Verneuil. Malgré ses succès commerciaux et artistiques, qui ont fait de lui le premier des cinéastes français, il souffrira beaucoup de ce manque de reconnaissance. Verneuil a souffert de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Il souffrait beaucoup de ne pas être considéré comme un grand auteur. Il l'avait en travers, quoi. On a eu un grand cinéaste en France qui s'appelle Henri Verneuil, on l'a oublié, et c'est dommage. Il était pourtant quasiment le seul cinéaste que le grand Jean-Pierre Melville respectait en France. Et le maître, Stanley Kubrick, lui a même demandé de superviser la version française de Full Metal Jacket. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef. Plus surprenant encore, l'aveu d'un autre cinéaste. Pas n'importe lequel, Jean-Luc Godard, un des piliers avec François Truffaut, des cahiers du cinéma et de la nouvelle vague, celle qui voulut submerger et noyer le cinéma français de qualité auquel Verneuil appartenait. Godard a été interviewé par François Chalet à Cannes, je ne sais plus il y a combien de temps, et j'ai eu Maïchen Chalet qui m'a redonné la transcription de cette interview, qui n'a pas été diffusée. Et Chalet lui dit, si vous deviez être quelqu'un, qui est-ce que vous aimeriez être ? Et Godard répond, j'aimerais être Henri Verneuil. Le succès de La Vache et le Prisonnier s'est poursuivi sur le petit écran avec un record, 14 millions de téléspectateurs en septembre 1990. Cette diffusion télévisuelle était aussi une sorte de revanche pour Henri Verneuil. Grâce à un procédé américain, le film a pu être montré en couleur, conformément au souhait initial du réalisateur.
Verneuil aurait aimé que Fernandel voie le résultat, mais l'acteur n'était déjà plus de ce monde. Dans une telle circonstance, il n'y a pas grand-chose à dire, que les mots sont inutiles. Pour moi, en dehors du comédien qu'il était, c'est l'homme qui est parti. L'homme, c'était un gars d'une très grande droiture et d'une très grande loyauté. C'était un gars sur lequel on pouvait compter. C'était un homme droit comme une barre. Et c'est rare maintenant. Très rare. Sur la fin de ses jours, victime d'un cancer généralisé, Fernandel était prisonnier de son corps malade. Il s'en est évadé le 26 février 1971. Sans Marguerite. Dora, quant à elle, à la demande de l'acteur, n'a pas été conduite à l'abattoir après le film. Elle a paisiblement fini ses jours dans un pré. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je pensais m'attaquer à un bon film, vu et revu. Et plus j'avançais dans cette étude, plus le long métrage me révélait toutes ses facettes, toutes ses qualités, au point de m'épater. Formidable. Je pense désormais que le grand succès public du film en masque les qualités tellement simples et évidentes, à l'image du stratagème qu'utilise Charles Bailly pour s'évader, que l'on peut aisément passer à côté, ne pas les remarquer. Peut-être suis-je le seul à voir ainsi ce film parce que je m'y suis attaché en passant du temps à l'étudier. Comme le prisonnier s'est attaché à la vache après tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Marguerite était bien courageuse. Sans elle, je crois bien que j'aurais abandonné. Regarder en profondeur ce film, comme on plonge son regard dans les yeux d'une autre personne, c'est en percevoir l'humanité. Vous m'en voulez pas trop de vous quitter comme ça? En ces temps troublés et incertains, où l'humain semble de plus en plus menacé dans ce qui le constitue, oui, La Vache et le Prisonnier est un film qui fait du bien. Cela n'a pas de prix, ou plutôt si, celui de la reconnaissance. C'est avec joie, avec fierté et non sans une certaine émotion que je vais te remettre ce César d'honneur, en hommage à ta carrière, en hommage à ton talent et à ta générosité naturelle. L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma te remercie, Henri Verneuil.